Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, votre parcours montre que vous n'avez jamais perdu votre âme d'enfant. Après l'avoir démontré à travers des couplets, vous continuez en chantant les louanges d'une femme qui a justement consacré sa vie à bien des âmes d'enfants. Bonjour Sophie Forte. Bonjour. Alors, il y a cette pièce au Ciné 13 qui s'appelle Le Théâtre Le Pic aujourd'hui, Oui. Lorsque Françoise paraît, sur Françoise Dolto. C'est votre combat d'aujourd'hui. Tout à fait. Mais on vous connaît à travers beaucoup d'autres choses, Sophie Forte, très différentes. Et le principe des clés d'une vie, c'est de les raconter. Donc on y va. Merci, oui. Alors, si je vous dis le 7 novembre 1991, c'est vos débuts dans cette émission. La classe. Oui. C'est-à-dire que c'est un sketch qui est un entretien d'embauche dans une multinationale, vous vous souvenez? Mais alors tout à fait, et je peux vous dire que j'étais là complètement par hasard. Parce qu'à l'époque, je jouais au point-virgule Oui. et je rencontre un garçon charmant qui me dit demain je fais la classe, mais j'ai super la trouille, tu veux pas m'accompagner? Je dis bah, bien sûr que si, pourquoi pas, allons-y. Alors nous voilà arrivés dans les studios, et puis là, d'un coup, il y a Laure Choubarou qui débarque, qui était la programmatrice, et qui dit il nous manque quelqu'un, il y a un bureau vide, on peut pas laisser un bureau vide, il faut que je trouve un humoriste. Alors mon copain dit bah, prenez donc Sophie Forte, elle fait des sketchs au point virgule. Mais j'ai dit mais moi j'ai rien, j'ai pas d'accessoires, je sais pas. Elle dit bon allez vite au maquillage dans le bureau, on va rencontrer Guy Lux. je me mets à faire mon sketch devant Guy Lux. J'étais hyper impressionnée. Guy Lux, c'était toute ma jeunesse, toute mon enfance d'un coup. Donc voilà. Et puis voilà, ils m'ont engagée. J'y suis restée plusieurs années. Voilà. Et il se trouve que alors vous apparaissez dans l'émission du 4 novembre 91. Il y a votre nom, mais il n'y a pas de sketch. Et c'est le 7 novembre, 3 jours plus tard, que vous faites le sketch. Vous étiez assis au bureau la première fois sans apparaître dans l'émission. Ah bah peut-être. Ouais. Alors ça, c'est dingue. Je me rappelais pas. Ah si, je vous Moi, assure. je me rappelais que j'avais fait mon sketch. Directement. Oui, mais il y a eu une émission tournée, et c'est tournée en même temps, donc Oui. qui est passée la veille. Ah, mais oui, parce qu'on en enregistrait plusieurs dans la Voilà. journée. Absolument, mais oui. Alors, il se trouve que ce sketch, finalement, en 91, vous faites ce qu'on voit aujourd'hui dans les entretiens d'embauche de multinationales, c'est-à-dire une directrice de relations humaines ou plutôt inhumaines. C'est tout à fait inhumaine. Plutôt ça, oui. Et comment était venue cette idée? C'était en avance sur son temps, Sophie Forte? Écoutez, je vivais à l'époque avec un garçon qui était ingénieur et qui avait lui-même connu les affres des interrogatoires pour rentrer dans des boîtes. Et il m'avait dit, oh, ça c'est un bon sujet, je vais t'aider à l'écrire. Donc nous l'avions écrit ensemble. Et ça avait bien fait rire Fabrice, qui a dit, c'est prometteur, bonne entrée, 18. Oh là là, mais c'est génial de me rappeler tout ça, je m'en rappelais pas, j'adore. Et finalement, vous êtes venu par hasard et vous êtes resté 3 ans. Oui, je suis restée un peu plus de 3 ans, c'est ça, absolument. Mais comment on fait pour rester 3 ans en écrivant des sketchs en permanence? Parce que... C'est très dur, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Il faut toujours être à la hauteur. Alors après, je m'inspirais aussi. J'avais des copains qui m'aidaient à travailler. On faisait des sketchs ensemble. Je me faisais un peu aider. Puis moi, j'avais des personnages récurrents. Alors ça m'aidait beaucoup. J'avais une petite vieille, par exemple, qui venait, qui était très méchante. Alors régulièrement, il y avait ce petit personnage. Je me débrouillais comme ça. Je faisais des histoires un peu à rallonge, quoi, en fait. Il faut savoir que cette émission, La Classe, qui a eu un grand succès, au départ, personne n'en voulait. C'est-à-dire, la chaîne n'en voulait pas. Et Guy Lux a dû faire un numéro 0 et insister beaucoup pour qu'on lui dise, écoutez, essayez pendant 15 jours. C'est resté plusieurs années. Ah, je ne le savais pas, ça. Comme quoi les directeurs de télévision peuvent parfois se tromper. Alors, vous êtes à Paris, mais vous venez de Lyon, d'un quartier qui s'appelle la Croix-Rousse. Et oui, c'était merveilleux la Croix-Rousse quand j'étais enfant. C'était un vrai village en fait. Il y avait encore beaucoup de maisons, des jardins. On nous laissait en liberté. On avait une vie très libre. On était des enfants. On jouait dans la rue tout le temps. J'avais un skateboard. J'avais plein de copains. C'était le paradis en fait. Oui, et paradis qui a connu aussi Florence Foresti, qui a Oui, grandi. absolument. Et Frédéric Dard, qui a vécu là pendant la guerre. Oui. Puis après la guerre, il a voulu écrire un roman d'espionnage. Il a ouvert l'Atlas, il a tapé un État d'Amérique, San Antonio, et c'est comme ça que c'est né. Ah, à la Croix-Rousse. À la Croix-Rousse, oui. Et c'est vrai que la Croix-Rousse, c'est un quartier de Lyon. C'est un quartier de Lyon qui surplombe Lyon, en fait. Et c'est un quartier qui est devenu un peu bobo maintenant, un peu chicose, mais qui a quand même une âme très sympathique. Alors, l'écriture, c'est venu très vite, je crois, Sophie Forte, parce qu'à 8 ans, vous écrivez votre premier livre. Eh bien oui, j'étais passionnée par l'écriture. Dès que j'ai su écrire, je me suis mise à écrire. Il faut dire que j'étais une enfant un peu solitaire, j'étais fille unique, j'avais des parents qui aimaient pas trop que j'invite des petites copines, donc j'étais souvent très seule dans ma chambre, et l'écriture et la peinture d'ailleurs ont été mes amies pendant des années. J'ai écrit plein de livres en fait quand j'étais petite.
Des livres sur le quotidien à l'école, je crois. Oui, il y avait plein d'histoires. Je m'inspirais toujours de la réalité. Et puis parfois, je tordais tout ça pour que ce soit humoristique. En fait, le ton était toujours drôle, mais personne ne les lisait. Je me faisais rire toute seule. Voilà. Je m'ennuyais pas. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces livres? Je les ai. Je Oui. les ai gardés. Mes filles les ont lus un peu. Elles riaient. J'étais trop fière. Et puis la peinture aussi, parce que je crois que la peinture, c'est une affaire familiale, Sophie Forte. Et oui, mon papa est devenu peintre, artiste peintre, alors que j'avais 7 ans. Complètement par hasard aussi, hein. C'est marrant nos vies, parce que mon père, il était chauffeur de taxi et il était très colérique. C'était un Italien assez emporté de caractère. Alors un jour, il a viré un client à coups de poing et c'est un type qui lui revenait pas. Bon. Il s'est fait virer lui-même de sa compagnie et il s'est retrouvé en déprime. Il avait plus de travail, il était dans le canapé allongé toute la journée. Et ma mère lui a dit un jour, écoute, fais quelque chose, je ne peux plus supporter de te voir inerte dans ce canapé. Peins, tu peignais quand tu étais jeune, fais un tableau. Et il a fait un tableau, elle l'a porté encadré. Il se trouve que cet encadreur était un agent d'artiste et il a fait à mon père une carrière incroyable. Il a exposé dans le monde entier, il a eu des médailles dans tous les sens et il a monté sa propre galerie qui était tenue par ma mère. Ils l'ont gardée 20 ans. Voilà. Et c'est dans cette galerie que vous avez exposé pour la première fois, je crois, à 15 ans, Sophie Forte. Oui, 15-16 ans, je faisais des portraits, moi. De qui? De quoi? Des gens, on me commandait des portraits. Et vous avez arrêté ensuite? Ensuite, j'ai fait une école d'architecture d'intérieur parce qu'il y avait aussi du dessin et que ça me plaisait. Et puis ensuite, je me suis dit, mais non, il faut que je sois comédienne et auteur. Enfin bref, j'avais envie de faire 1000 choses, vous savez. Ma vie est beaucoup trop... J'aurais dû avoir plein de vies. Et vous êtes entré au cours Simon. Oui. Et là, on a découvert votre talent comique. Il y avait Rosine Marga qui était la directrice qui m'a fait passer une audition. C'était le Satire de la Villette de René de Obaldia. Je jouais avec un garçon immense, Philippe Martz, qui faisait le double de ma taille. On faisait un duo formidable. Et tout de suite, bien sûr, ils étaient morts de rire. Et Rosine Marga elle m'a dit, vous avez un tempérament comique, nous manquons de comiques. Alors je vous prends, on veut des comiques. Mais bien évidemment, au bout de 3 ans, j'ai voulu faire des rôles dramatiques. Mais comme tous les comiques, je voulais prouver que j'étais aussi capable de jouer des choses qui qui pouvaient émouvoir les gens. Donc, oui, mais vous avez quand même eu le prix Marcel Achard, qui est un prix décerné au cours Simon, je crois, oui. Qui est un prix. Et il faut savoir que Marcel Achard, il parlait de sa naissance ainsi: je suis né par autorisation spéciale du pape et du président de la République, car mon père avait épousé la fille de sa sœur, de sorte que mon grand-père était en même temps mon arrière-grand-père, mon père, mon grand-oncle et ma mère, ma cousine Germaine. C'est énorme. Alors, ça aurait pu faire un sketch, ce genre de choses. Totalement, oui. Et finalement, ça vous a appris aussi beaucoup de choses. Il y a une autre école qui vous a aussi appris beaucoup de choses, Sophie Forte, c'est le Petit Conservatoire de Mireille. Mais oui, mais moi j'étais fan de Mireille, je regardais les émissions de télé, je l'avais découverte quand j'étais enfant. Et je savais qu'elle avait encore un cours, qu'elle enseignait toujours. Elle devait avoir un peu plus de 80 ans à l'époque. Oh, ben, plus que ça, 90, pas loin. Vous croyez Oh, oui, oui. tant que ça? Oui, 85 à peu près. Ah oui, bon, elle était encore très vaillante, hein, et alors je suis allée dans ce cours, et alors c'était terrifiant parce qu'elle n'était pas tendre, hein, il faut savoir qu'elle dit. Alors je passais, donc moi j'écrivais mes chansons, j'avais mon ami pianiste, on passe une petite chanson, et alors elle me dit, c'est très bien mon petit, heureusement que vous chantez vos chansons vous-même parce que personne ne le fera à votre place. Voilà. Elle était charmante, mais elle m'aimait bien, et elle m'invitait chez elle. Et moi, je faisais des parodies de ses chansons. Elle se mettait au piano, elle invitait ses copains octogénaires et je chantais des parodies et ça la faisait beaucoup rire. Voilà. Et vous avez quand même appris beaucoup de choses. Et vous avez aussi débuté dans les cabarets de Montmartre, de la rue Mouffetard, en chantant Vian, Gainsbourg et Bobby Lapointe. Tout à fait. Qui à l'époque n'étaient pas cultes. Non, mais c'était mes idoles. J'étais complètement fan de Gainsbourg et de Boris Vian. Bobby Lapointe, un petit peu moins, mais il y avait 2-3 chansons qui m'amusaient beaucoup. Et on faisait 5 ou 6 cabarets par nuit. On démarrait chez ma cousine, on démarrait rue Mouffetard. On allait au Pronobis, qui n'existe plus maintenant. Et puis après, on montait, on allait chez ma cousine, au Lapin Agile, à la Crémaillère, au coin de rue, qui n'existe plus non plus. Mais on faisait 4-5 cabarets par nuit. On finissait à 4 heures du matin. Et c'était très gai. On était jeunes, on rigolait bien, c'était la fête. Et puis en même temps, c'était une façon d'apprendre son métier. Ah oui, parce que c'était aussi très dur. Il arrivait que les gens nous écoutent pas du tout. Ils venaient dîner, ils venaient se retrouver entre copains. Des fois, ils étaient complètement bourrés, ils écoutaient plus rien. Enfin bon, c'était quand même assez rude. Hein. Oui, et Bobby Lapointe a eu beaucoup de mal parce qu'en fait, il passait dans un cabaret qui s'appelait le Cheval d'Or à l'époque. Il avait la trouille et chaque fois qu'il entrait en scène, il buvait. Donc, il se trompait dans les paroles. Aïe. Et comme quand il avait vu un peu trop, il répétait les paroles en boucle. Il fallait l'arrêter.
Mais devant 12 déjà que personnes. ces textes n'étaient pas faciles à chanter quand on n'était pas bourré, mais alors ivre, j'imagine même pas. Alors, il y a un tournant dans votre jeune carrière, Sophie Forte, c'est le Festival d'humour de Trouville. Et oui. Et oui, il y avait un monsieur qui est venu et qui m'a dit mais vous êtes comique, vous devez faire des sketchs. Je dis mais je ne sais pas écrire de sketch. Je dis, mais si, j'ai un festival à Trouville et ça s'appelle le Festival du Nouveau Rire de Trouville. Il faut absolument que vous veniez présenter des sketchs. Je dis bah pourquoi pas. Et donc j'ai été programmée pour le mois d'août. J'ai eu un deuxième prix, je crois, le prix de la pétillance ou je ne sais quoi. Et c'est comme ça que ça a démarré, parce qu'il y avait Christian Varini qui était dans la salle, qui était le directeur du Point Virgule à l'époque, et qui m'a dit « C'est très bien ma petite, tu démarres en septembre. » Mais on était fin août, j'ai dit « Mais j'ai que 20 minutes, bah, débrouille-toi pour écrire la suite, et puis tu démarres. » Donc 15 jours après, alors j'avais mélangé des chansons, et je me suis lancée dans la grande aventure du monde des comiques. Oui, et le Point Virgule était une toute petite salle à l'époque de 100 places, Oui. qui était dérivée d'une salle créée par Martin Lamotte, Anémone et Gérard Lanvin, qui s'appelait La Veuve Pichard. C'est ça. Et là, on démarrait, je crois, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade et beaucoup d'autres. Mais oui. C'était une époque où tout était possible, parce que vous aviez un public fidèle à l'époque qui venait le soir. Oui, les gens venaient au Point Virgule pour découvrir de jeunes talents. Et très vite, il y avait un bouche à oreille qui se faisait et on avait des salles pleines. Alors qu'on n'était pas connus du tout. C'était formidable. Et il y avait une folie collective, chacun se soutenait, chacun soutenait l'autre. Oui, il s'est créé de très belles amitiés. Moi, j'étais avec Elie Kakou à l'époque. Qui faisait un tabac, vraiment, il avait un public formidable, les gens faisaient la queue pour venir le voir. Et Elie était un personnage absolument charmant, on s'entendait très bien, et c'est vrai qu'on se serrait bien les coudes tous les deux. Après, il s'est passé beaucoup d'autres choses. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 14 mai 1994. A tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Forte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Sophie Forte. Nous parlerons tout à l'heure de Lorsque Françoise paraît au Théâtre Le Pic, un spectacle sur Françoise Dolto que vous incarnez à merveille. Mais on revient, après ses débuts, à une date importante, le 14 mai 1994. Ce soir-là, vous apparaissez à la télévision dans une tenue très particulière, et c'est cette émission. Ah oui, oh là là. Dans cette émission de Christine Bravo, on vous voit dans un bain de mousse. Non pas pour vous faire Tout à mousser, fait. mais c'est assez étonnant. Ah ça, c'est une idée de Thierry Ardisson. Alors moi, je ne le connaissais pas, mais en fait, Christine Bravo avait été notre invitée dans Rien à cirer, puisque je travaillais à l'époque avec Laurent Ruquier. Et elle était venue voir mes sketchs, je lui avais plu. Elle m'avait proposé de faire partie de son émission Froufrou, qui était une émission qui parlait des femmes, exclusivement présentée par des femmes, qui parlait des femmes. Et donc, j'avais rencontré Thierry Ardisson, qui en était le producteur, et j'avais dit, bah, moi, je peux faire des petites chroniques avec des conseils un peu farfelus. Il m'avait dit, oh, mais il faudrait trouver une idée originale de présentation. Je sais pas moi, par exemple, tiens, tu pourrais être dans une baignoire. Alors j'éclate de rire, j'ai dit mais n'importe quoi. J'étais persuadée que c'était une idée complètement saugrenue. Eh bien non, il a tenu à cette idée, on est allé jusqu'au bout et je me suis retrouvée dans une baignoire pleine de mousse. Voilà, à faire mes chroniques. Voilà, et comment on fait pour... Parce qu'on n'a pas ces papiers, on n'a rien dans la baignoire pleine de mousse, c'est pas facile. Eh bien non, mais j'apprenais mes sketchs et voilà, c'était des petites chroniques qui duraient pas très longtemps. C'était toujours des conseils complètement absurdes. Voilà. Il faut savoir que les bains de mousse sont devenus une pratique courante pour le bain des enfants au cours des années 60. Et il y a une pièce de théâtre en 1936 qui s'appelle Femme, justement. Et il y a une scène avec un bain moussant, mais la mousse, c'est à partir d'une lessive. C'est la première fois qu'on voit la lessive sur scène dans un bain moussant. Ah bah voilà, j'apprends plein de choses aujourd'hui. Et ça, naturellement, ça a surpris les téléspectateurs. Il n'y a pas eu de protestation de vous voir dans un bain de mousse comme ça? Ça faisait rire? Non, en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était un peu suggestif, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas. J'étais pas nue, évidemment, j'étais en maillot de bain, mais comme la mousse s'arrêtait juste au-dessus de mes seins, on pouvait supposer que j'étais nue. Donc, peut-être ça a fait fantasmer des gens, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas choqué outre mesure, étant donné que c'était quand même assez sage, hein, il faut reconnaître. Oui, enfin, l'émission était assez sage. Et au début, d'ailleurs, les premières chroniques, vous faisiez les antipotins face à une vedette, je crois que c'était Julien Clerc, où vous deviez découvrir des choses méchantes sur lui et vous n'en trouviez pas, Sophie. Oui, déjà Julien Clerc, moi je l'adule, donc c'était très difficile. Vous savez, quand on était chroniqueur pour Rien à cirer, justement, à la radio,
radio, souvent on écorchait un peu les gens, on leur rentrait dedans, on les titillait. Et parfois on avait des invités que j'adorais. J'étais tout à fait incapable de dire des choses qui pouvaient les blesser ou les contrarier. Donc c'était très compliqué pour moi. Et vous venez d'une époque où les chroniques à la radio comme à la télévision n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Non, c'est vrai, on n'était pas. C'était le début des chroniqueurs en fait à cette époque. Mais en même temps, les femmes, il n'y en avait pas beaucoup. Non, il y avait Anne Roumanoff qui était déjà là quand je suis arrivée. Il y avait ma grande amie Virginie Lemoine qui était formidable et qui m'a beaucoup aidée. Et puis, il y avait cette émission Froufrou, une émission avec des femmes entre femmes. C'était aussi une première, Sophie Force. Tout à fait. Et c'était très bien. C'était drôle, c'était bienveillant, c'était vraiment de très bonne humeur. Ça mettait vraiment de bonne humeur. Et Froufrou, c'était un titre d'une chanson. Oui. En même temps, donc c'était la première émission qui était une sorte de journal télévisé des femmes. Mais je me suis un peu renseigné et la presse féminine en France, elle date du XVIIIe siècle. Et il y a un journal qui s'appelle le Journal des Dames et un autre, les Annales de l'éducation et du sexe, qui sont les deux premiers journaux consacrés aux femmes avec des femmes. Génial. Alors, et à l'époque, on ne parle pas de féminisme en plus. Pas vraiment. On en parle un peu quand même, mais pas autant qu'aujourd'hui. Alors, en même temps, il y a la radio, les sketchs et les seuls en scène. Car là aussi, vous avez fait beaucoup de seuls en scène, Sophie Forte. Oui, j'en ai créé 6 en tout, qui ont été joués à Paris, en tournée, à Avignon. J'ai longtemps été seule en scène, oui, pendant 15 ans en fait. Mais à l'époque, encore une fois, où il n'y avait pas les stand-up d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de femmes seules en scène. Oui, il y avait Sylvie Joly, bien sûr, qui avait été une des pionnières. Il y avait Muriel Robin, Valérie Lemercier, Anne Roumanoff et moi, voilà. Et finalement, non seulement ça fonctionnait, mais je crois qu'au Théâtre Grévin, vous avez établi un record de durée. Je suis restée un peu plus de 8 mois. C'est un petit théâtre dans le musée Grévin. Oui, magnifique. Et 8 mois là-dedans, c'est Oui. un record. Mais c'est un record, alors d'autant plus que figurez-vous que moi j'adorais ce musée, j'étais fascinée par ce musée. Et il y avait une petite loge qui était comme une espèce de vraie petite maison. Il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait un petit lit, une cuisine, une salle de bain. Alors souvent j'y dormais, j'aimais beaucoup rester sur place. Et la nuit j'allais dans le musée avec ma lampe torche, je me faisais peur, c'était génial. Et le public à l'époque, c'était les familles et les jeunes. Oui. Oui, il y avait beaucoup de trentenaires aussi, il y avait des gens de mon âge, voilà, Oui. c'était très gai. Oui, surtout que vous évoquiez la société de l'époque, ce qui n'était novateur. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Oui. Mais là, vous avez aussi été une pionnière et c'était venu comme ça, une envie d'observer ce qui vous entoure. Ben, je m'inspire de tout, moi. C'est la vie qui m'inspire, c'est tout ce qui m'entoure, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. J'ai fait la même chose après avec les chansons pour enfants. J'ai observé mes enfants, je me suis reconnectée à mon enfance. Donc forcément, ce sont des choses qui me touchent. Et oui, bien sûr, j'observais. J'avais un peu le sens critique et puis je m'amusais de tout ça, des personnages. J'adorais faire des personnages un peu acariâtres, un peu méchants. Et j'aimais beaucoup l'absurde aussi. C'était de l'humour noir. Et ça aussi, c'était nouveau. Qu'une femme fasse de l'humour noir, c'était tout à fait nouveau. Il y avait d'ailleurs des gens qui étaient un peu choqués. Hein. Ils me disaient, mais c'est terrible. Je parlais de la mort beaucoup. C'était parfois dérangeant. Oui, et en même temps, ce théâtre Grévin qui n'existe plus aujourd'hui, c'est devenu une salle où il y a maintenant les personnages du musée et il y a des inaugurations régulièrement. Et Oui. un jour, Orlando, le frère de Dalida, arrive et dit bonjour Charles. En voyant Charles Aznavour, c'était son double en cire. Il a eu un choc, il a poussé un cri, il s'en est aperçu ensuite. Je comprends, ils sont très bien faits les personnages. Mais d'ailleurs, juste une petite parenthèse, Véronique Bérex, qui est la directrice du musée, du théâtre, veut remettre le théâtre en marche. Et donc, il y a quand même encore parfois des spectacles. Ça commence à revivre un peu. Alors, il y a aussi le théâtre lui-même, et je crois que vous avez joué notamment, et c'est un privilège, avec Robert Hirsch dans Une folie de Oh là Sacha là, Guitry. quelle histoire! Quelle histoire! Ça, c'était une aventure extraordinaire. J'ai joué au Palais Royal. On est resté aussi 8 mois, d'ailleurs. Nous avons joué cette pièce qui avait beaucoup de succès. Il y avait Michel Larocque avec nous. Et malheureusement, il se trouve qu'un soir,
En fait, j'entrais en scène. Moi, je vous la fais courte, mais j'avais demandé des places pour mes amis. Alors, c'était un mardi. On m'avait dit, d'accord, mardi est un jour un peu creux, tu peux avoir 20 places. J'invite tous mes copains. Alors, c'est le moment de mon entrée. Et je tape à la porte. Je jouais Mademoiselle Putifa. J'étais une espèce de petite bonne femme. Bon, bref. Je frappe à la porte. Robert Hirsch me disait, entrez. J'ouvrais la porte. Et là, j'avais un monologue. Je frappe à la porte. Robert Hirsch me dit, entrez. J'ouvre la porte. Et je vois Robert tout blanc, qui d'un coup se tient à sa table, vacille et tombe. Et Robert avait fait une crise cardiaque, en fait. Et c'était juste ce soir-là où d'ailleurs j'avais tous mes amis qui m'ont juste vu frapper à la porte et entrer. J'ai pas dit un mot. On s'est précipité et Robert a été emmené évidemment d'urgence à l'hôpital. Il s'en est très bien tiré. Il a joué encore 20 ans après. Oui, mais cette pièce, c'était justement une folie, parce qu'en fait, c'était une pièce qui s'appelait Un monde fou en 38 et que Guitry avait transformée dans les 50 au début, et c'est une des dernières pièces qu'il a jouées. Guitry qui n'était pas misogyne, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Non, il adorait les femmes. D'ailleurs, il a été très amoureux de femmes merveilleuses. Et puis, vous avez joué aussi La Dame de chez Maxime, Oui. La Môme Crevette. Ça aussi, c'est une autre aventure. C'est à peu près après votre style, et c'est le même style, Sophie Forte. Je me suis éclatée. Mais ça, il faut dire que c'était extraordinaire. C'était pour France 2. On avait tourné, c'est Olivier Mine qui produisait. On avait tourné donc aux Variétés. Et c'était superbe. On était 29 ou 30 en scène, je crois, avec des décors, des costumes extraordinaires. C'était génial comme expérience. Oui, et en même temps, c'est la plus longue pièce de Feydeau, puisqu'elle dure près de 3 heures dans sa version intégrale, oui. Et qu'elle a été un immense succès, puisqu'elle a été jouée 500 fois à Paris à l'époque, oh là là. Ce qui était énorme pour la création. Bien sûr. Mais finalement, vous êtes finalement, Sophie Forte, très, très près de ces personnages, parce qu'il y a eu Guitry, il y a eu Feydeau, il y a eu La Biche. Oui. Car vous avez joué aussi La Biche. Mon Isménie. Oui. Ça, c'est une pièce peu connue de La Biche. Très peu connue, qui d'ailleurs était une pièce assez courte. Donc nous avons pris la liberté de la rallonger. J'ai rajouté, moi, quelques monologues. C'est Daniel Mesguich qui faisait la mise en scène. C'était pour moi l'occasion de rencontrer cet homme que j'adore et qui est une personne vraiment extraordinaire. Oui, et c'est assez inattendu de vous voir, vous, humoriste de la classe, avec Daniel Mesguich. Eh bien oui, mais finalement, nous nous entendons très bien et nous avons un humour commun. Alors, Voilà. il faut savoir que cette pièce, il y a quand même une réplique que le personnage principal, Vancouver, adresse au public à chaque échec, parce qu'il a des échecs vis-à-vis de sa femme. Il est malin, mais je le repincerai. Et c'est à ça qu'a pensé Jean-Michel Ribes quand il a créé Je l'aurai avec Marcel Philippot et Philippe Corsan. Ah, mais oui, je ne savais pas. C'est le même principe. Oui, c'est le même principe, bien sûr, tout ça. Finalement, vous avez réussi à faire du monologue, du théâtre, tout vous intéressait. Mais c'est-à-dire que je suis d'un naturel, je suis d'un naturel curieux et surtout aventurier. J'aime beaucoup aller là où je ne pensais pas aller. Et je laisse le vent me guider. Ce sont les rencontres aussi qui ont beaucoup fait ma carrière. On m'a proposé des choses parfois qui étaient assez inattendues et je relevais toujours le défi. Je me disais mais pourquoi pas ? Essayons, voyons ce que ça donne. Et puis je me considère toujours comme étant débutante quelque part. Et moi j'aime bien apprendre. Alors quand je démarre quelque chose de nouveau, je repars de zéro, mais j'apprends et je grandis du coup. Nous on va apprendre encore d'autres choses sur vous à travers une autre date, le 21 octobre 2006. A tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Forte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Sophie Forte. Nous parlerons tout à l'heure de Lorsque Françoise paraît, une pièce au Théâtre Le Pic sur Françoise Dolto. Mais là, on revient à un autre théâtre où vous êtes passé pour la première fois le 21 octobre 2006, dans l'après-midi, avec cette chanson. Maman dit qu'il ne faut pas piétiner les fourmilières. Maman dit qu'il ne faut pas avaler les vers de terre. Encore une autre facette de Sophie Forte. On a parlé de la classe, du théâtre. Et là, à la Comédie Bastille, ce jour-là, le 21 octobre 2006, vous faites pour la première fois un spectacle pour enfants. Et oui, en fait, j'étais enceinte de Nina, ma première fille, et pendant ma grossesse, m'est venue l'idée d'écrire des poèmes pour l'arrivée de mon enfant. Alors, j'ai écrit une dizaine de poèmes qui parlaient de la vie, de ce qui l'attendait, de tout ça, de l'amour. Et puis, j'avais un groupe à l'époque, parce que je faisais déjà de la chanson depuis longtemps. J'avais déjà enregistré un album pour adultes avec Antoine Salaire, qui est un compositeur, auteur-compositeur formidable.
Et on travaillait ensemble. Donc je fais lire mes petits poèmes à Antoine. Il me dit, oh mais je vais les mettre en musique, on va faire des chansons. Parce que sa femme attendait des jumelles en même temps. Alors on avait tout un tas d'enfants qui allaient débarquer. On s'est dit, c'est super, on va leur faire des chansons. Alors on écrit ça pour nos enfants. Et puis mon attachée de presse, Brigitte Berthelot, à l'époque, me dit, mais pourquoi je ne les ferais pas écouter à la maison de disques de Henri Dess, dont elle s'occupait. Qui était le roi des chansons pour enfants. Ah ouais, qui était le roi des chansons pour enfants. Nous, on l'avait reçu à Réna Ciré, il était charmant comme tout, je l'aimais beaucoup. Alors, elle fait écouter ça à Victory Music, qui dit, c'est super, il faut qu'on fasse un album. Et me voilà enregistrant mon premier album pour enfants. Mais j'avais bien dit, attention, moi, je ne monte pas sur scène devant des enfants. Ils vont me jeter leur doudou à la figure en hurlant. Ça va être affreux, je vais paniquer, je ne veux pas chanter devant des enfants. Faut dire que j'avais jamais vu un enfant de près avant d'avoir les miens, donc c'était compliqué. J'avais un rapport aux enfants qui était un petit peu compliqué. Et bien évidemment, je me suis mise à faire des concerts pour enfants aussi, bien sûr. Et c'est toujours, j'en fais encore, hein, c'est toujours génial. Et qu'on vous a pas envoyé des doudous à la tête? Finalement non, on m'en a offert en récompense parce que les enfants m'aiment bien et puis parce que je m'amuse tout autant qu'eux. Hein. C'est ça, moi je joue sur scène, j'ai 12 ans. Hein. C'est-à-dire qu'on ne parle pas aux enfants comme à un public adulte, Sophie Forte? Je vais peut-être rejoindre Françoise Dolto, mais je trouve qu'on peut tout leur dire. Tout dépend de la façon dont on le dit. Et justement, mes chansons elles traitent souvent de problèmes. Et je me dis qu'en les mettant en chanson, en les tournant de façon humoristique, ça va dédramatiser les choses. Oui, parce que votre répertoire est particulier. C'est-à-dire qu'on parlait de sujets graves comme la mort, le divorce, l'adoption, la religion. Tout y passe pour des enfants de 6 ans. C'est vrai. C'est vrai, et ça débloque souvent des dialogues entre les enfants et les parents. J'ai beaucoup de parents qui m'écrivent ou qui viennent me voir après des concerts en me disant « Eh bien, grâce à vous, on a pu parler de ceci ou de cela. » Et ça a décanté les choses, en fait. C'était plus facile grâce aux chansons. Et comment vous est venue l'idée de traiter des sujets graves, Sophie Forte? Mais j'en sais rien. En fait, c'est la vie qui m'inspire, moi. Et puis après, il y a eu les questions de mes propres enfants. Il y avait les questions de mes filles. Mais maman, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oui, il est papy qui est mort. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est pour ça que j'ai traité tous ces sujets, parce que je me suis mise au service de l'enfant, finalement. Et finalement, lorsque vous êtes montée sur scène, ça a marché tout de suite. Ah oui, mais c'est parce que je me suis tellement amusée moi-même, vous savez. Je pouvais me rouler par terre et avoir 12 ans sans qu'on se moque de moi. Personne n'était juge. Les enfants, eux, ils voyaient une fille de leur âge. Et moi, je m'éclatais follement. Je m'amuse follement à faire ça. En même temps, vous leur parliez comme à des adultes. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu 5 albums, 5 spectacles, ce que vous n'auriez pas imaginé. Non, jamais de la vie, mais jamais de la vie. En écrivant mes premiers petits poèmes, j'aurais jamais pensé faire... Parce que c'est une vraie carrière parallèle, curieusement. Hein. Vraiment, et j'en suis très fière et très heureuse, mais j'aurais jamais pensé faire 5 albums. On a fait des livres-disques, on a fait plein de choses. Vous avez même fait des conférences dans les écoles et des ateliers. Absolument, des ateliers d'écriture de chansons. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, je vais dans les classes, les enfants me donnent des sujets qu'ils ont envie de développer, on en choisit un ou deux, et puis on construit une chanson autour de ce thème. Et les enfants travaillent en petits groupes. Moi, je leur apprends à faire des rimes. Je leur explique le nombre de pieds, tout ça, les alexandrins. Et puis après, eux, ils créent une chanson. On la crée ensemble. Et puis ensuite, on met une musique dessus et c'est la chanson de leur classe. Ils la chantent et tout. C'est super. Et c'est né comment? Parce que l'éducation nationale a tout de suite dit oui à ça. Écoutez, en fait, c'est né des chansons que je suis allée chanter à l'étranger. J'ai commencé à les chanter au lycée de Vienne. Et là, on m'a dit, on va vous programmer, mais est-ce que vous pourriez aussi venir dans les classes pour parler de chansons et pour aider les enfants à en écrire? Moi, j'ai dit, pourquoi pas, je veux bien essayer. Encore une fois, une nouvelle expérience. Je me suis dit, on verra bien. Et puis je l'ai fait et c'était super. J'ai eu des contacts extraordinaires avec les enfants. Donc du coup, j'ai adoré ça. Et après, j'en ai fait plein d'autres. C'est le principe qu'ont adopté en leur temps Claude Lemel, Alice Donna et Francis Cabrel. Claude Lemel continue à faire des ateliers régulièrement, Francis Cabrel aussi à Stafford. Et c'est comme ça qu'on forme les jeunes auteurs. Parce qu'il n'y a pas d'école de la chanson. Non, il n'y en a pas, absolument. On apprend sur le tas, on apprend en chantant, en composant soi-même, en montrant les premières choses aux copains. C'est comme ça. Et vous avez retrouvé ensuite des enfants qui ont grandi, qui ont dit on a aimé vos chansons? Mais bien évidemment, mais figurez-vous que ça c'est génial, c'est génial. Ma fille a 18 ans, donc vous voyez, ça fait 18 ans que je fais ça. Et j'ai des grands qui viennent maintenant, ils viennent et ils revoient mes concerts en disant mais on est fans depuis qu'on est tout petit, et c'est génial, c'est très attendrissant. Parce qu'à chaque fois il y avait beaucoup de monde, on n'en parlait pas dans les médias, mais il y avait beaucoup de monde. Oui.
C'est bouche à Absolument. oreille. C'est le bouche à oreille. Les gens ont acheté les disques, ils les ont écoutés en famille, ils les ont donnés aux copains, et puis finalement, c'est un vrai bouche à oreille. Une vraie carrière de bouche à oreille, c'est vrai. Et les enfants venaient avec leurs parents, bien sûr. Oui, alors les parents amenaient aussi des plus petits qui n'étaient pas tout à fait en âge de comprendre. Mais ces plus petits, ils ont aussi aimé les albums. Donc après, ils sont venus quand ils avaient l'âge d'être là, vraiment. Et puis après, ils ont grandi avec les chansons. Et ces chansons pour enfants, bon, vous avez renouvelé le genre, mais au départ, il faut savoir que les premières chansons pour enfants, Au clair de la lune, La mère Michel, etc., c'était des chansons révolutionnaires que les paysans chantaient sur les foires avant la Révolution française pour se moquer du peuple, parce qu'avant, ça n'existait pas. Ah oui. Et ensuite, vous avez les musiciens classiques qui se sont emparés du sujet. Gabriel Fauré, il a fait Dolly, Claude Debussy, La boîte à joujoux, Prokofiev, Pierre et le loup, et Francis Poulenc, Babar. Ce sont des choses... On oublie un peu que les chansons peuvent toucher les enfants, les chansons, et devenir des classiques. C'est vrai. Et vous continuez aujourd'hui, non, de temps en temps? De faire des concerts? Oui. Absolument. Je suis allée jouer au festival d'Oulgat, là, il y a 3 semaines. J'ai ouvert le festival avec mon dernier spectacle pour enfants qui s'appelle Je déménage. C'est autour du déménagement et de la peur de lâcher les choses, de quitter, d'abandonner. Voilà. Et justement, il y a eu un spectacle où il y a eu cette chanson. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, Chanson de Juliette Gréco, qui est écrite par Jean-Max Oh Rivière, là là. qui a écrit La Madrague à Saint-Tropez, qui Oui. aujourd'hui vit à Royan. Vous voyez. Absolument. Et, Mon ami. qui a travaillé pour Bardot, qui était un de ses meilleurs amis, et qui Oui. est toujours un de ses meilleurs amis. Oui. Alors vous avez fait un spectacle avec d'autres chansons que les vôtres, Sophie Forte. Et oui, j'ai fait un spectacle, un disque avec des chansons d'auteurs que j'aimais beaucoup. C'est Victory Music qui m'a proposé de faire ça. J'étais emballée. J'ai chanté des chansons d'Anne Sylvestre, des chansons de Jean-Max Rivière, justement. Et Jean-Max, il faut savoir que c'est une histoire extraordinaire parce que quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas de sous, voilà, je vivais un peu à droite à gauche et pour gagner de l'argent, je chantais a cappella rue de Lappe dans un bar. Et à la fin, les gens me donnaient au chapeau, en fait. Et j'étais invitée à dîner par le patron. Et je chantais beaucoup de chansons de Jean-Max Rivière parce que moi, j'adorais les chansons de Bardot. Et il se trouve que la plupart ont été écrites par Jean-Max. Et un jour, il y a une dame qui dînait là, qui me dit « Mais vous savez que le monsieur qui a écrit ces chansons est mon ami. Et si vous voulez, je vous le présente. » Alors moi, j'étais toute jeune, j'en revenais pas, j'ai dit bien sûr. Et elle organise un dîner, voilà, et me voilà rencontrant Jean-Max Rivière. J'étais extrêmement intimidée, pour tout vous dire. Il a été adorable, il a sorti sa guitare, on s'est mis à chanter toute la nuit. On est devenus de très grands amis, je suis très amie avec sa fille Prunella Rivière qui chante dans les Sea Girls, qui est un groupe formidable. Et puis Francine, sa femme, c'est une famille pour moi, ça a été vraiment une seconde famille. Et alors, en même temps que ce spectacle pour enfants à la Comédie Bastille, le soir, il y avait un spectacle pour adultes sur le fil. Vous jouiez les deux, Sophie Forte. Oui, je jouais les deux et sur le fil était ma première pièce. Voilà, c'était ma première pièce. C'était la première fois que je me lançais dans l'écriture d'une pièce qui était comique et dramatique en même temps, avec un rôle pour moi qui me sortait totalement du one-woman show et qui était aussi un rôle émouvant. Oui, Donc, et la pièce a duré 5 ans. elle a duré 5 ans, elle a marché du tonnerre. J'étais avec un comédien, Philippe Sivy, qui est en fauteuil roulant et cette pièce tournait autour du handicap. Et c'était bien avant le film qu'on connaît, Intouchable. Oui, absolument. Et vous avez été là aussi une pionnière. Et puis, Décidément. et puis, il y a eu un spectacle étonnant, c'est-à-dire c'est le Chamam et moi. Vous racontez que vous aviez passé des mois en Amazonie. Ça, Oui. on imagine mal Sophie Forte en Amazonie. Écoutez, figurez-vous que vous allez mal m'imaginer dans plein d'endroits parce que moi, je suis une grande aventurière. J'ai passé le Cap Horn en voilier, je suis montée à 5800 mètres en haut de l'Himalaya, j'ai vécu chez les Inuits, chez les Bushmen, j'ai fait des voyages extraordinaires. Et l'Amazonie en fait partie, j'étais en Équateur avec mes filles. On est parti dans la forêt amazonienne pour rencontrer un chaman et donc pour en tirer un spectacle qui s'appelait Le chaman et moi. Et le chaman, on l'oublie aujourd'hui, ça vient de la Russie. C'est une personne qui possède la connaissance et un homme qui réunit les attributs de sacrificateur, médecin et magicien. C'est ça. Et le mot chaman apparaît pour la première fois dans une autobiographie d'un certain Avakoum Petrovitch, qui dirige le clergé conservateur russe, qui est exilé en Sibérie en 1661 par le tsar. Voyez. Oh là là, mais je vais réécouter l'émission parce que je retiendrai jamais tout ça. Et non, il y a une chose étonnante aussi, puisque vous vivez des moments étonnants, c'est que vous avez été nommé aux Oscars et que vous n'y êtes pas allé.
Non, j'étais enceinte. Mais quelle malchance! Ils sont tous partis aux États-Unis sans moi. J'étais folle, j'allais accoucher. Et c'était un court-métrage, Sophie Forte. Oui, c'était un court-métrage incroyable qui s'appelait J'attendrai le suivant. Nous l'avons tourné à Lyon d'ailleurs. Et c'est une histoire dingue ça aussi. Figurez-vous qu'un jour je prends le métro et là, il y a un type qui se met à insulter un autre type parce que il y en avait un des deux qui regardait sur l'épaule de l'autre qui lisait un journal. Et celui qui lit le journal lui dit « Dis donc, connard, t'arrêtes de regarder par-dessus mon épaule, tu peux pas t'offrir un journal ?» Et l'autre lui dit « Mais monsieur, je suis au chômage, j'ai pas d'argent, je peux même pas m'offrir un sandwich. Ah bah, t'es nul, t'as qu'à te bouger le cul. » Enfin bon, c'était terrible, ils se battent à moitié. Et moi, au bout d'un moment, je peux pas résister, je me mets entre les deux et je dis « Mais... arrêtez, c'est pas possible, vous êtes complètement fou, vous êtes idiot. » Enfin, moi, je prends parti, évidemment, pour celui qui était brimé. Et à la fin, ils me disent « Merci, madame, c'était un sketch. » Et ils sortent. Et moi, j'étais comme une idiote. Je m'en voulais terriblement. Mais c'est pas possible, tu t'es fait avoir. Eh bien, ces gens m'ont retrouvé parce que justement, je jouais sur le fil à la Comédie Bastille. Ils m'avaient reconnu. Ils sont venus voir la pièce et à la fin, ils me proposent un court-métrage un peu sur le même principe, c'est-à-dire un sketch qui se passe dans le métro avec une nana qui se fait avoir, qui était donc moi. Et je tourne ce film à Lyon. Et alors, il a eu mes moult prix. On est quand même allé aux Oscars, c'est incroyable. L'histoire de dingue. Oui. Et c'est comme ça que vous êtes devenu d'une certaine façon une locomotive en tournant quelque chose dans le métro. Et vous avez continué. On en parle avec une autre date, le 8 septembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Forte. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sophie Forte. Donc 8 septembre 2021, première à Paris de Lorsque Françoise paraît, une pièce où vous incarnez Françoise Dolto, dont on va écouter la voix. Comme tout lapsus, il dit beaucoup de choses vraies, parce que la psychanalyse, on peut aussi croire qu'on s'y perdrait. Oui. Mais non, je crois justement que l'être humain y retrouve sa vérité. Voilà, alors Françoise Dolto, on connaît son nom, on connaît sa voix. On ne s'attendait pas à ce que Sophie Forte joue Françoise Dolto à la scène. Moi non plus, je m'y attendais pas. En fait, Éric Bu, qui est l'auteur de la pièce et qui en est également le metteur en scène, m'a proposé un jour de jouer ce rôle. J'étais un peu étonnée, je dois le dire, mais quelque part, il y a aussi des rapprochements entre elle et moi, dans la façon dont on parle aux enfants peut-être. Et moi, je ne connaissais pas grand-chose de Françoise Dolto non plus. Comme vous l'aviez dit, on sait qui c'est, on sait à peu près ce qu'elle a fait, mais je ne me souviens pas avoir jamais vraiment écouté une de ses émissions, ni avoir lu un de ses livres. Donc, quand il m'a proposé ce rôle, j'étais un peu sceptique et je me suis plongée dans l'univers de Dolto, que j'ai adoré. J'ai commencé à vraiment lire tout ce que je pouvais lire qu'elle avait écrit, écouter ses émissions. Je ne l'ai pas beaucoup regardé parce que je voulais pas non plus... Je voulais pas la copier, je voulais pas faire du mimétisme, je suis pas imitatrice, mais je voulais garder son esprit vif et sa franchise aussi, sa façon de dire les choses très simplement, mais de façon évidente et énergique. Et voilà, je me suis fondue petit à petit dans ce personnage que j'adore incarner à tout prix, parce que vraiment, il y a mille choses à savoir sur cette femme. Elle a eu une vie incroyable. Oui, et le spectacle d'ailleurs, le sous-titre, c'est Comment on devient Françoise Dolto. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est tout son parcours de 4 ans à 80 ans. Et moi, je joue tous les âges. C'est génial, vous vous rendez compte, je joue une gamine de 4 ans et demi quand même. Et c'est vrai qu'elle a eu un parcours incroyable qu'on connaît mal, parce que finalement, Françoise Dolto, Sophie Forte, elle a bouleversé la médecine. Elle a bouleversé la médecine, elle a été aussi une pionnière, ça a été une des premières femmes à s'intéresser à la cause des enfants. Et elle a été une femme médecin. Sa maman ne voulait absolument pas qu'elle fasse d'études. Elle a dû se battre pour s'émanciper. Donc c'est aussi une féministe quelque part, bien sûr, et qui défend des valeurs très profondes. Et elle a énormément aidé les enfants à se faire respecter, à se faire entendre. Et ça a changé énormément de choses. Et l'auteur a immédiatement pensé que vous étiez la femme de la situation. Mais peut-être, bon, je n'y aurais pas pensé moi-même, mais en tout cas, voilà, je fais de mon mieux. Voilà. Il faut savoir donc, et vous le racontez dans le spectacle, que Françoise Dolto a vécu une vie insensée et qu'à 8 ans, elle a décidé qu'elle deviendrait non pas psychanalyste, le mot ne lui plaisait pas, mais médecine d'éducation. Un médecin d'éducation, dans sa tête, c'était qu'en fait, il fallait éduquer les parents plutôt qu'éduquer les enfants. Il fallait apprendre aux parents comment parler aux enfants.
C'était ça, en fait, son idée de base. Et elle n'avait pas tort du tout, puisqu'à l'époque, les parents considéraient la plupart du temps les enfants comme des tubes digestifs et ne les écoutaient absolument pas. Donc, c'est ça, elle avait cette vision-là, parce qu'elle a gardé d'ailleurs en elle, toujours, toute sa vie, sa part d'enfance. Elle a toujours écouté l'enfant qui était resté en elle. C'est comme ça qu'elle a réussi à comprendre les enfants. Et c'est aussi votre cas, vous avez toujours gardé cette part d'enfance. Oui, je crois absolument, et j'y tiens beaucoup. Et je mourrai jeune, vous voyez, comme ça. Alors, elle s'est aussi inventé un ange gardien, Françoise Dolto. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'elle était très croyante. Et elle s'était inventée un ange gardien parce qu'elle a eu des moments très difficiles dans sa vie. Elle avait une mère qui était à moitié folle, qui était très, très dure avec elle. Elle a perdu une fille, sa maman. Elle a perdu Jacqueline, qui était la grande sœur de Françoise, et elle s'en est pas remise. Elle était totalement devenue très, très fragilisée par la mort de cette fille. Et Françoise Dolto a donc eu une enfance difficile avec cette mère qui était partie un peu, qui était à moitié folle. Donc elle s'est réfugiée dans son imaginaire, et elle s'est réfugiée dans les bras de cet ange gardien qui était bienveillant. Oui, et ce qu'on ne sait pas sur Françoise Dolto, effectivement, Sophie Forte, c'est que l'origine de ses recherches, c'est des dialogues avec des invisibles. Oui, parce qu'elle avait bidouillé un petit poste à galène elle-même, ce qui est incroyable, à l'âge de 8 ans, pour pouvoir écouter les voix de radio. Et ce qu'elle appelait ces invisibles, c'était des voix qu'elle entendait qui venaient du monde entier. Et qu'est-ce qu'elle en faisait? Pourquoi les écoutait-elle? Et parce qu'elle était très seule, c'était une enfant qui avait besoin de réconfort permanent, et elle s'évadait avec ses voix. Elle voyageait avec ses voix. Et bon, la mère était dépressive et le père n'était pas non plus très clair, je crois. Le père l'a soutenu quand même. Le père était assez bienveillant. Bon, il était un peu strict aussi, parce que il faut savoir que c'était une famille bourgeoise avec des codes, avec voilà, une éducation quand même très stricte. Mais le papa était beaucoup plus tendre, hein, et c'est lui qui lui a permis de s'émanciper. Il lui a loué un petit appartement, il lui donnait de l'argent, il lui a payé ses études. Elle a fait médecine, elle était escortée par son frère, son grand frère, mais il lui a permis quand même de réaliser son rêve, le père. Oui, et en même temps, elle a fait des études qui étaient tout à fait novatrices pour une femme. Oui. Absolument. À l'époque, il y avait très peu de femmes médecins, et sa mère s'y opposait formellement. D'ailleurs, sa mère l'a foutue dehors. Hein. Quand Françoise a dit je ferai des études et je veux faire médecine, sa mère l'a foutue dehors. Elle avait 16 ans, 17 ans, je sais pas. Ce qu'on peut pas imaginer aujourd'hui. Ah ben, c'est dans certaines familles peut-être encore, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt aujourd'hui, on pousserait plutôt les enfants, les filles, à faire des bonnes études. Alors, ses influences, c'était aussi Jacques Lacan, un psychanalyste dont on connaît le nom et on a un peu oublié. Elle a travaillé avec lui. Elle était en fait à la Société française de psychanalyse, et puis ils se sont fait virer tous les deux parce qu'ils avaient des idées novatrices qui plaisaient pas du tout aux gens qui étaient là. Alors donc, ils se sont retrouvés à créer l'école freudienne de Paris. Ce sont eux qui ont créé cette école. C'est un univers que vous ne connaissiez pas du tout, finalement, au départ. Absolument pas. Vous êtes plongé là-dedans? Ah bah, je suis passionnée maintenant. Et puis alors on rencontre plein de psys grâce à la pièce, parce que forcément ils sont intéressés par le sujet, et puis ils se parlent entre eux. Donc il y a un bouche à oreille de psy, et donc il y a plein de gens qui viennent, et ce sont des rencontres formidables à chaque fois. Et d'ailleurs, Lacan, quand il dialoguait avec Françoise Dolto, que vous jouez à la scène, elle disait ne pas comprendre ce qu'il écrivait, et il lui répondait qu'elle n'avait pas besoin de comprendre puisqu'elle l'appliquait dans sa pratique. C'est joli. C'est assez fort. Il se comprenait à demi-mot, du coup. Et pour jouer cette pièce, vous avez dû presque lire des livres de psychanalyse, rencontrer des psychanalystes, Sophie Forte? Pas vraiment. Je me suis surtout plongée dans l'univers de Françoise Dolto. J'ai lu des choses qu'a écrit sa fille, Catherine, que j'ai rencontrée d'ailleurs, qui nous a aidés d'ailleurs, qui a aidé Éric Bu à écrire la pièce. Elle a rectifié des choses, elle a donné quelques anecdotes, et elle est très bienveillante. Catherine, elle vient nous voir, elle nous encourage beaucoup. Donc j'ai surtout lu des choses que Catherine et Françoise avaient écrites. Et ce genre de pièce est importante parce que finalement, dans cette société où beaucoup d'enfants et d'adolescents se posent des questions, oui, et où les psychanalystes sont débordés, comprendre Françoise Dolto, c'est un pas en avant, et c'est presque une mission de sauvetage. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, les enfants adorent la pièce, parce qu'il faut dire que la pièce est drôle aussi. Là, on a l'impression que voilà, on parle d'une dame sérieuse, d'une vie, tout ça, mais la pièce est très drôle. Quand Françoise est enfant, et qu'elle dit ces 4 vérités à ses parents, c'est très drôle. Sa rébellion, sa façon d'être, c'est très amusant. Et puis même tout au long de la pièce, il y a des trouvailles.
Alors, il faut savoir que je suis accompagnée aussi par 2 comédiens exceptionnels. Et ça, il faut vraiment le dire, parce que ça fait beaucoup aussi. Hein. On est une vraie équipe. Il y a Christine Gagnepin, qui incarne la mère, alors à merveille, la mère sévère, austère. Et puis aussi, elle joue Catherine enfant, elle joue la journaliste d'aujourd'hui, Madame. Enfin, elle a plein de personnages. Et il y a aussi Stéphane Giletta, qui lui, alors fait le père, il fait Bernard Pivot, il fait Jacques Pradel, et il fait Carlos aussi, bien évidemment, et il fait Lacan. Super. Mais oui, Carlos, on l'a peut-être oublié. Au départ, c'est le fils de Françoise Dolto, et son vrai prénom, c'était pas celui-là. Écoutez Carlos. Carlos, Yvan Chrysostome, son vrai prénom, et le fils de Françoise Dolto. Il en parlait peu d'ailleurs de Françoise Dolto, Sophie Forte. Il en parlait peu, peut-être qu'effectivement, il était aussi un peu coincé dans une image, Carlos. Hein. C'était le gros rigolo, tout ça, donc on lui posait peut-être pas beaucoup de questions sur sa mère psychanalyste. Oui, et en même temps, quand il a annoncé à son père qu'il ne serait pas kinésithérapeute comme son père s'est mis en colère, a voulu le mettre à la porte, et c'est Françoise Dolto qui a dit non, laisse-le faire, et il ne faut pas contrarier le destin des enfants. Et oui, bien sûr, elle était la mieux placée pour pouvoir comprendre son fils. Et Françoise Dolto était aussi la pionnière des émissions de radio qu'on écoute aujourd'hui. Oui. Elle a été le Docteur X à la radio, parce qu'elle ne pouvait pas donner son nom. Oui, elle avait Lorsque l'enfant paraît, qui était son émission avec Jacques Pradel. Voilà. Mais bien avant, elle a commencé dès 1950. Il y avait une émission qui s'appelait la Tribune de Paris, qui était l'ancêtre des débats d'aujourd'hui, présentée par un jeune journaliste qui était Paul Guimard, qui a écrit ensuite Les choses de la vie. Et Dolto évoquait dans ses émissions l'éducation sexuelle des enfants. Ah, mais ça, je ne le savais pas, oui. Oui. Et finalement, elle a été la pionnière du genre, parce qu'à l'époque, les émissions de radio où chacun pouvait se livrer, comme aujourd'hui avec Brigitte Lahaie ou Trina Magdine sur Sud Radio, ça n'existait pas. Oui, c'est vrai. Et ça, vous l'évoquez aussi, vous avez un peu étudié ce personnage? Non, nous n'en parlons pas dans la pièce, en tout cas. En tout cas, ça mérite d'être rappelé, parce que c'est quand même une pionnière du genre. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est un psychanalyste qui s'appelait Laforgue. Oui, René Laforgue était son psychanalyste. Il avait été celui de son frère, en fait, au départ. Et elle dit que René Laforgue, pour elle, ça a été le début d'une renaissance. C'est-à-dire qu'il lui a redonné confiance en elle. Elle était quand même très perturbée. Hein. Sa maman l'avait mise dehors, elle avait perdu sa sœur. C'était compliqué pour elle. Elle avait pas confiance en elle. Elle avait du mal à suivre ses cours à la fac. Et du coup, elle est allée voir René Laforgue, avec qui elle a pu parler de toutes ces choses, et qui l'a beaucoup aidée. Ça a été c'était un ange gardien aussi pour elle. D'ailleurs, elle le dit. Elle dit parfois, je me demande si mon ange gardien ne se serait pas incarné. Et René Laforgue fait partie peut-être des diverses incarnations du BAG, du bon ange gardien. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur Françoise Dolto, forcément. C'est qu'on lui doit le secrétariat du Père Noël. Ah, mais c'est vrai, absolument. Car son frère était Jacques Marette, ministre des Postes et des Télécommunications. Oui. Et que, avec lui, elle a créé ce secrétariat. C'est ça, tout à fait. C'est tellement charmant. C'est qu'aujourd'hui, quand les enfants écrivent au Père Noël, c'est grâce à elle aussi. C'est grâce à elle aussi, oui. Et puis, elle a créé aussi ce qu'on appelle les maisons vertes. Oui, les maisons vertes. Qu'est-ce que c'était? C'était des maisons d'accueil, en fait, où les mamans pouvaient venir avec leurs enfants pour parler de divers sujets, de l'éducation. Et puis, on pouvait amener des enfants qui avaient des problèmes. Elle pouvait, parler aux enfants. C'est-à-dire que c'est une femme à redécouvrir. Et on lui a aussi une expression qui s'appelle le complexe du homard, qui symbolise la crise d'adolescence. Ah, tiens, mais ça, je savais pas non plus. Oh, mais vous avez encore plein de choses à m'apprendre sur Dolto. Mais c'est vrai que jouer Françoise Dolto, c'est inattendu, mais le public découvre quelqu'un qu'on ne connaissait pas vraiment, finalement. Tout à fait. Le public est vraiment passionné par la vie de cette femme. Et puis, je crois que les gens s'amusent aussi beaucoup de nous voir incarner plein de personnages différents. Moi, de me voir me transformer, passer de la petite fille à la vieille dame qu'elle a été, et puis voir mes comparses sur scène, eux, se transformer en toutes sortes de personnages haut en couleur, disons. Et vous avez créé ce spectacle au Festival d'Avignon, car vous avez fait partie de celles qui adorent le Festival d'Avignon, Sophie. Oh là là, c'est ma vie, le Festival d'Avignon. J'y ai créé une vingtaine de pièces, je crois, en 20 ans. Mais à chaque fois, c'est un défi.
Oui. Parce qu'on se rend compte si le spectacle va être réussi ou non, s'il y a un public. C'est un test. C'est très dur, le Festival d'Avignon. C'est grisant, merveilleux et très dur. Quand on fait une création à Avignon, alors là, vraiment, c'est très compliqué parce qu'effectivement, c'est sans pitié. C'est-à-dire qu'Avignon, ça passe ou ça casse assez rapidement. Le bouche à oreille se fait très vite. Alors si au bout d'une semaine, on voit que ça ne prend pas, on sait que ça va être un peu catastrophique. C'est très difficile. Ce sont effectivement des défis à chaque fois. C'est ce qui me plaît d'ailleurs, sans aucun doute. Définitivement. Oui, mais des défis que vous gagnez ou que vous perdez à chaque fois. Ça ne vous empêche pas de remonter en selle. Mais non, mais c'est parce que ce métier est fait de ça aussi. Comme tous les métiers artistiques, enfin comme tous les métiers même d'ailleurs. Mais si on ne se relève pas, eh bien, on arrête. Et tout simplement. Et moi, j'aime mon métier. Et je vis aussi beaucoup pour mon métier. C'est ma passion. Donc, il n'est pas question que j'arrête. Si je me prends une porte dans la tronche, ben, j'essaie d'ouvrir la porte d'à côté. Et voilà, j'ai toujours fait ça. Et puis c'est pour ça que je suis là depuis si longtemps d'ailleurs. Je suis coriace. Et il faut continuer. Il faut savoir que Françoise Dolto, aujourd'hui, il y a 170 établissements scolaires qui portent son nom. Oui. Et il y a des rues aussi dans toute la France. La salle de cours de la faculté de psychologie de Strasbourg porte son nom. Et si on veut la connaître, il faut aller voir Lorsque Françoise paraît, qui est au théâtre Le Pic, c'est sur la butte Montmartre. Oui. Et c'est alors du mercredi au samedi à 21h jusqu'au 30 octobre, jusqu'à la fin du mois. Oui. Et ensuite à 19h à partir du 3 novembre et les dimanches à 18h. C'est ça. Voilà. Donc vous allez continuer le plus longtemps possible. Ah, nous espérons, bien sûr. Le public vient doucement. Les gens sont très contents quand ils ressortent. Ils sont émus. Je crois que ça les touche profondément. Ça touche l'enfant qu'ils ont été et ça touche le parent qu'ils sont, sans doute. Eh bien, continuez à être une enfant plus que jamais, Sophie Forte. Merci de votre humour et de votre joie de vivre permanente. Merci. Et à très vite. À très vite. Est-ce que je peux rajouter une petite chose? Allez-y. J'ai un livre qui sort bientôt. Ah, il paraît, oui. Oui, ça s'appelle La Valise. Et c'est un roman. C'est un roman, ça raconte toutes les histoires rocambolesques de ma famille, de mon père devenu peintre par hasard, et puis plein d'anecdotes aussi, voilà. Eh ben, c'est chez Prisma, je crois. Oui, chez Prisma, ça sort dans une semaine. Eh ben, écoutez, on le lira quand on ira vous voir. Merci beaucoup. Merci Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.